Toute ma famille est partie en vacances. Ils m'ont laissé seul en soins intensifs. Alors j'ai vendu la maison et j'ai disparu. Quand ils sont revenus, j'étais morte cliniquement pendant 11 secondes en réanimation. Quand je me suis réveillé, l'infirmier m'a demandé si je voulais appeler ma famille. Ils ne savaient pas qu'ils étaient à Maui. Je l'ai su grâce à un mot qu'ils avaient laissé à côté de mon lit d'hôpital. Parti pour 12 jours, on espère que tu iras mieux à notre retour. Alors j'ai attendu. Je me suis soigné en silence. Ensuite j'ai vendu la maison vide et j'ai disparu. Quand ils sont revenus à la maison, j'étais déjà parti. Avant de commencer, assurez-vous de mettre un j'aime et de vous abonner. Et s'il vous plaît, dites-moi et dites aux autres, quelle leçon de vie tout le monde devrait connaître avant qu'il ne soit trop tard. Partagez-la dans les commentaires. Merci. La première chose dont je me souviens, c'est le bruit du moniteur qui montrait une ligne droite. Et la douleur dans ma poitrine quand ils m'ont donné une décharge électrique pour me ranimer. Je ne savais pas quel jour on était. Mais je savais que tout mon corps me faisait mal. Et que ma bouche était tellement sèche que je ne pouvais même pas demander de l'aide. L'étiquette avec le nom de l'infirmier disait Carlos. Il avait des yeux gentils, mais remplis de panique ce matin-là. Comme s'il ne s'attendait pas du tout à ce que je me réveille. J'ai essayé de lui demander où étaient mes filles. Tout ce qu'il m'a dit, c'est « Reposez-vous, Madame Whiteear ». Mais cette nuit-là, après le changement d'équipe, je l'ai entendu parler au téléphone près de mon lit. Je n'étais pas censé entendre, mais je l'ai fait. Oui, madame, elle est stabilisée. Oui, elle n'est pas consciente pour le moment. Voulez-vous lui parler? Une pause. D'accord. Compris. Je pensais juste que vous voudriez le savoir. Je suis resté là, à cligner des yeux sous les lumières fluorescentes bon marché, essayant de comprendre. Que ma propre fille avait refusé de prendre l'appel. Ma poitrine s'est serrée plus fort que le jour de mon AVC. Je suis resté en soins intensifs pendant 8 jours. Sans visite, sans fleurs, sans appel. Rien. Quand ils m'ont enfin laissé sortir, Carlos a été le seul à proposer de me pousser en fauteuil roulant. Et il avait l'air gêné de le faire. Je suis rentré à la maison dans une camionnette de l'hôpital. J'ai dû attendre 20 minutes devant ma propre maison, parce que la clé cachée dans la grenouille en céramique avait disparu. Quelqu'un l'avait prise. Quand la porte s'est enfin ouverte, ce n'était pas ma fille Kelsey. C'était Rick, mon gendre, avec un café Starbucks à la main, agissant comme s'il ne s'attendait pas à me voir revenir si tôt. Il a bafouillé quelque chose à propos d'un vol en retard. Et que demain il comptait passer voir comment j'allais. Mais dès que je suis entré, tout était bizarre. Les meubles avaient été changés de place. Les murs étaient à moitié repeints. Les photos de mon mariage étaient entassées dans un coin comme des ordures. Sur la table de la salle à manger, il y avait un prospectus immobilier. Charmante maison du Sud, idéale pour jeune famille. Je n'avais accepté aucune vente. Je n'avais signé aucun document. Puis j'ai vu une pochette ouverte sur le comptoir de la cuisine. Il y avait des papiers de procuration. Ma signature était là, datée d'il y a 2 ans. C'était le moment où j'avais subi une petite opération. Ils m'avaient dit que c'était juste par précaution. Apparemment, ils avaient utilisé cette procuration pendant que j'étais inconsciente pour commencer à me virer de ma propre vie. Je me suis assise par terre parce que mes jambes ne me tenaient plus. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Mais finalement, j'ai attrapé l'iPad d'Aaron, qui était branché près du garde-manger. Il fonctionnait encore, et je pense qu'il avait oublié de se déconnecter de ses messages. C'est comme ça que j'ai vu le message. La maison sera mise en vente lundi. Si elle n'est pas encore rentrée, on commencera les démarches pour la mettre en maison de retraite. Et puis cette phrase, soyons honnêtes, maman n'a jamais su respecter les limites. C'est ce que Kelsey avait écrit. Ma propre fille. Ils essayaient de m'effacer comme un vieux devoir qu'on a oublié de rendre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste levé. J'ai ouvert le garde-manger et j'ai sorti la boîte à chaussures où je gardais mon argent pour les urgences. Puis j'ai pris le vieux carnet où j'écrivais mes mots de passe depuis 1998. Parce que s'ils pensaient que j'étais un fardeau, s'ils croyaient que j'allais rester là à me faire enterrer vivante dans une maison de retraite pendant qu'ils vendaient ma vie morceau par morceau, alors ils avaient oublié qui les avait élevés. Le lendemain matin, j'ai attendu que Rick parte faire un soi-disant petit tour. Ensuite, je suis allé directement dans la chambre qu'ils appelaient la chambre d'amis. Mais maintenant, elle ressemblait plutôt à une zone de rangement. La moitié de mes vêtements étaient pliés sur le lit. D'autres étaient dans des sacs en plastique pour être donnés. Les tiroirs de ma commode étaient vides. Ils ne s'étaient même pas donné la peine de me demander ce que je voulais garder. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un malentendu.
Ils ne préparaient pas mon retour à la maison pour me soigner. Ils préparaient mon départ définitif. J'ai repris l'iPad et j'ai lu le reste de leurs messages. Aaron avait écrit à Kelsey depuis l'aéroport. Une fois que la maison de maman est vendue, on pourra enfin respirer. Respirer. De quoi? De la femme qui les a élevés en travaillant 2 boulots après la mort de leur père? De la personne qui avait pris leurs dettes quand l'entreprise de Rick a coulé? De celle qui a gardé leurs enfants chaque été gratuitement pendant qu'eux partaient à Las Vegas ou à Cabo? Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai ouvert à nouveau la pochette. Cette fois, j'ai regardé de plus près les papiers. La procuration qu'ils avaient activée n'était pas celle que je croyais. C'était une procuration plus large, signée pendant mon opération de la hanche. Celle que Kelsey m'avait poussé à signer pendant que j'étais sous morphine. Elle m'avait dit que c'était juste pour les assurances. Je me souviens avoir griffonné ma signature en pensant que ce n'était pas important. Maintenant, il l'utilisait pour détruire ma vie. J'ai appelé l'avocat qui avait fait mon testament, James Pitt. C'était un ancien élève à moi, qui avait monté son propre cabinet. Je lui ai tout raconté. Il a écouté en silence. Puis il a dit, « Tu n'es pas la première, Ellie. Mais on peut se battre. » Il m'a fait venir immédiatement. Il m'a aidé à relire les papiers. Et il a confirmé ce que je soupçonnais. La procuration ne permettait pas de vendre une maison sans mon accord explicite. Il a dit, « Ils vont trop loin. Si tu agis vite, tu peux renverser la situation. » Et je l'ai fait. James a déposé une demande pour annuler la procuration. Réactiver mon pouvoir légal. Et on a commencé à préparer la vente de la maison, cette fois à mon nom. Je ne voulais pas sauver la maison. Je voulais la vider avant qu'il ne le fasse. Cette nuit-là, je me suis tenu dans l'entrée du salon, là où on mettait toujours le sapin de Noël. J'ai regardé la petite marque sur la moquette, à l'endroit où était posé le canapé. Et je me suis dit que ce serait la dernière fois que je regarderais en arrière. Je ne quittais pas seulement la maison. Je quittais aussi l'idée qu'ils étaient encore ma famille. Ils ne l'étaient plus. C'étaient des étrangers dans une peau familière. Et le pire, c'est qu'ils pensaient que je n'aurais pas la force de partir la première. Je n'ai pas perdu de temps à les confronter. Ça ne servait à rien de crier sur des gens qui avaient déjà coupé le son. Et je n'allais pas rester assise à attendre qu'on me range comme un vieux canapé qu'on ne veut plus. James agit vite. En 3 jours, la maison était à nouveau officiellement à mon nom. Et on l'a remise en vente, cette fois sous mon contrôle. D'abord, j'ai changé les serrures. Ensuite, j'ai dit à Rick, via la caméra Ring, de venir récupérer ses outils avant que je ne les donne. Il n'a même pas discuté. Il est venu, les a pris en silence, et a laissé la porte ouverte derrière lui comme le lâche qu'il est. Je n'ai dit à personne où j'allais. Pas même à James. J'ai tout vendu, sauf les photos qui comptaient vraiment. La montre de mon mari décédé. Et une boîte de dessins d'enfants faits par mes filles quand elles savaient encore aimer. La maison a été vendue en 11 jours. Acheteur en cash, sans condition. Je suis allé à la banque et j'ai fermé tous les comptes auxquels ils avaient accès. Puis j'en ai ouvert un nouveau, dans une autre agence, sous un autre nom, Nora Bittman, le nom de jeune fille de ma grand-mère. J'ai pris le reste en mandats postaux et j'ai tout rangé dans un sac de voyage, sous le siège passager de ma voiture. Ma voiture, c'était la seule chose que j'ai gardée. Personne ne fait attention à une vieille Toyota grise poussiéreuse. Et c'était le but. La veille de mon départ, je me suis assise dans mon salon vide, sur une chaise pliante en plastique. J'ai mangé un sandwich au beurre de cacahuète dans une assiette en carton. Et j'ai écrit 2 lettres. Une pour chaque fille. Je ne leur ai pas fait de reproches. Pas directement. J'ai juste écrit, vous m'avez montré qui vous êtes vraiment. Merci pour la leçon. J'ai laissé les lettres sur le comptoir. J'ai débranché le frigo. J'ai repris la clé de secours cachée dans la grenouille en céramique du jardin. Et je suis parti de Charleston à l'aube. Direction le nord, sur la route I-95. Sans GPS. Sans destination. Et sans personne pour veiller sur moi. Sauf moi. Je ne fuyais pas. Je m'éloignais. C'est différent. Ils voulaient une vie sans moi. Maintenant, ils allaient la voir. Quand je suis arrivé à la frontière de l'État du Maine, j'avais déjà utilisé un demi-plein d'essence, acheté 3 cafés dans des restaurants routiers. Et laissé derrière moi toute la douleur de Charleston. Puis je suis tombé sur une petite ville appelée Elport. Même pas assez grande pour qu'on compte sa population. J'ai choisi cette ville au hasard, en voyant une publicité pour la bibliothèque d'Elport élue lieu le plus chaleureux du Maine. C'était suffisant pour moi. Je me suis installé dans un vieux motel. J'ai payé en espèces une semaine à l'avance. Et je me suis présenté comme Nora Bittman,
bibliothécaire à la retraite de Rowan, Virginie. Veuve, sans enfant, à la recherche d'un nouveau départ. C'est l'histoire que je leur ai racontée. Et ce qui m'a le plus fait peur, c'est que c'était facile de jouer ce rôle. Personne n'a posé de questions. Parce que dans une toute petite ville, les gens supposent que tu fuis quelque chose. Et ils te respectent plus pour ça. J'ai trouvé une petite caravane à louer derrière un magasin de pêche. Meublé. 80 $ par mois. Pas besoin de contrat si je payais en liquide. Le monsieur qui me l'a montré, Jim, m'a juste demandé si je fumais. Je ne fumais pas. C'est tout. J'ai acheté mes courses dans une petite épicerie familiale. Je me suis inscrite à la bibliothèque avec mon nouveau nom. Et j'ai commencé à faire du bénévolat là-bas 2 fois par semaine. Je rangeais les livres. En 10 jours, j'étais devenu un visage familier. La vieille dame calme avec un accent du sud, des mains douces, et toujours une question gentille. C'est là que j'ai rencontré Lily. Serveuse de 27 ans avec un sourire fatigué. Et une petite fille, Emma, qui s'est tout de suite attachée à moi comme à une pièce manquante de puzzle. Emma a commencé à m'appeler Nana Nora dès la 2e semaine. Je ne l'ai pas corrigée. J'aidais Lily à garder sa fille de temps en temps. Je lui ai dit que j'étais ancienne prof. J'ai aidé Emma à lire mieux que son niveau de classe. Petit à petit, les journées sont devenues plus simples. Je gardais un petit carnet sous mon oreiller. J'y notais chaque mensonge que je racontais, au cas où j'oublierais qui je devais être. Pas d'enfant. Pas de Charleston. Pas de Kelsey. Pas d'Aaron. Juste Nora et sa petite caravane calme près du marécage. Mais la nuit, quand j'étais seul, parfois je me réveillais en sursaut. Pas par peur. Mais parce que j'avais peur que quelqu'un frappe à la porte et dise mon vrai nom à haute voix. Je ne faisais plus le deuil. Je me cachais. Et même si personne ne m'avait encore retrouvé, je savais qu'un jour, quelqu'un le ferait. À Charleston, le jour où mes filles sont revenues de vacances, elles sont arrivées devant la maison, pensant qu'elles allaient juste finir leur plan de transition. Mais tout s'est écroulé d'un coup. Kelsey m'a appelé la première. Quand elle est tombée sur ma messagerie, elle a envoyé un texto. « Salut, on est rentré. On peut passer demain pour parler des détails. » Je n'ai évidemment pas répondu. Et quand elles ont vu que la serrure avait été changée, que le panneau à vendre avait disparu, et que la boîte aux lettres débordait de courriers de clôture de compte, la panique a commencé. Aaron a essayé d'appeler James, l'avocat. Mais James lui a poliment répondu qu'il n'avait plus le droit de lui parler. Quand Aaron s'est présenté à son cabinet, il ne l'a même pas laissé entrer. Rick est passé par la fenêtre de derrière pour voir s'il restait quelque chose. Mais la maison était vide. Plus de meubles, plus de photos, même pas un clou au mur. Le soir même, ils ont appelé la police. Ils ont signalé ma disparition. Mais le détective assigné n'a pas pris l'affaire au sérieux. Surtout après que Rick a avoué qu'ils étaient partis à Maui pendant que j'étais en soins intensifs. Et pire, il a aussi dit qu'il ne m'avait pas rendu visite une seule fois pendant mes 8 jours à l'hôpital. En 48 heures, l'histoire a commencé à se répandre. D'abord par Madame Anquin, ma voisine, qui n'aimait pas la prétention de Kelsey. Puis sur un groupe Facebook local. Quelqu'un a posté « Quelqu'un sait où est Madame Whiteear ? Sa famille a vendu sa maison pendant qu'elle était à l'hôpital. » Les commentaires ont explosé. Un internaute a publié une capture du prospectus immobilier avec la date de vente. Et l'a comparé avec mes dossiers d'hôpital. Un autre a sorti des documents publics montrant que j'étais en train de me battre pour ma vie, pendant que prenait le soleil en vacances. La colère n'était plus juste sur Internet. Elle est devenue réelle. Un journaliste local est venu dans leur jardin. Puis un média national a repris l'affaire comme un scandale humain. Et soudain, Kelsey, la fille modèle, se faisait insulter sur le parking d'un supermarché. Aaron a essayé de pleurer à la télé pendant une interview. On pensait qu'elle allait bien. On ne s'attendait pas à ce qu'elle parte. Mais les gens ne l'ont pas cru. Le passage a été repris sur TikTok. Avec des images de vacanciers à Maui et la légende Vautour en vacances. Des gens ont tagué le Dr Phil, demandé des enquêtes sur des maltraitances de personnes âgées, examiné l'historique de faillite de Rick, et dit que peut-être je n'avais pas disparu, mais que j'étais devenue maligne. Et plus il paniquait, plus je restais silencieuse. Cachée dans ma petite caravane tranquille dans le Maine. Je regardais tout ça sur l'ordinateur portable de Lily quand elle n'était pas là. Je lisais les commentaires. Certains m'appelaient héroïne. D'autres, légende. D'autres encore, la grand-mère fantôme. Je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis sentie en sécurité. Je me suis sentie invisible. Et pour la première fois de ma vie,
Je ne devais rien à personne. Presque 2 mois s'étaient passés depuis que j'avais quitté Charleston. Et je commençais à croire que, peut-être, le monde avait continué sans moi. Les médias s'étaient calmés. Mon nom n'avait plus fait de buzz depuis des semaines. Je m'étais habitué à une nouvelle vie, sans avoir à regarder constamment derrière moi. Le matin, j'étais à la bibliothèque. L'après-midi, j'aidais Lily à finir ses services, ou à garder Emma, qui m'avait adopté comme sa deuxième maman sans hésiter. Et pour ses 7 ans, j'ai aidé à faire des cupcakes et accrocher des décorations dans une petite salle communautaire. Rien de spécial, des guirlandes, des pizzas du magasin, une table pliante, des assiettes en carton dépareillé. Mais c'était parfait. Emma m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle pour ouvrir ses cadeaux. Quelqu'un m'a donné un chapeau de fête. Je l'ai mis sans réfléchir. Une des mamans blondes, du genre à tout poster en ligne, a filmé un petit moment. Juste un clip de 30 secondes pour Instagram. Rien d'extraordinaire. Sauf que j'étais dedans tout du long. Je souriais, je donnais les cadeaux, je lisais même une carte à Emma. Ça ne semblait pas important, jusqu'à 3 jours plus tard. J'étais en train de ranger les retours de livres à la bibliothèque. Lily est arrivée en courant, le téléphone tremblant dans la main. Elle m'a dit « Nora, tu dois voir ça tout de suite ». La vidéo avait été republiée par un blog de maman, puis reprise sur TikTok. Ils avaient mis côte à côte la vidéo de l'anniversaire avec de vieilles images de l'affaire de Charleston. La légende disait « On l'a retrouvée. La grand-mère fantôme est vivante. Elle est dans le Maine. Elle a une nouvelle famille. Et on l'aime encore plus maintenant. » J'ai senti mon estomac tomber. Les commentaires envahissaient la page. Certains m'admiraient, disaient que j'étais une légende. D'autres m'accusaient d'avoir abandonné ma vraie famille, comme si j'étais la méchante. Et mon visage était à nouveau partout. Mais pire, ils avaient tagué le nom de la ville. Je me suis assise par terre, derrière le comptoir de retour des livres. Mon cœur battait comme quand j'étais à l'hôpital, branché à des fils. Lily s'est agenouillée à côté de moi et m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit la vérité, pour la première fois. Je ne m'appelle pas Nora. Je m'appelle Eleanor. Eleanor Whiteear. Je ne viens pas d'une famille, j'ai fui une famille. Elle n'a rien dit, ne m'a pas jugé. Elle a juste hoché la tête et dit « D'accord. Alors, on fait quoi maintenant ?» C'est là que j'ai su que je ne pourrais plus me cacher encore longtemps. Pas parce que je le voulais, mais parce que quelqu'un allait encore venir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais ce qui allait arriver. Et je ne voulais pas en perdre une seconde. Le lendemain matin, la vidéo avait dépassé 1 million de vues. On m'avait tagué dans des centaines de nouveaux fils de discussion. Certains disaient que j'avais simulé mon AVC juste pour me venger. C'est fou comme le monde peut te transformer de victime en méchante dès que tu reprends le pouvoir. J'ai coupé le Wi-Fi, effacé l'historique du navigateur. Et j'ai mis toutes mes affaires dans 2 sacs de sport, au cas où je devrais repartir. Mais avant que je puisse décider où aller, j'ai vu une Toyota grise, avec des plaques de Caroline du Sud, qui passait doucement devant le parking de la bibliothèque. Comme un requin dans une mer calme. Je savais que c'était Aaron avant même de voir sa tête. Il s'est garé trop proprement, comme s'il essayait encore d'avoir une étoile dorée. Il est sorti avec un jean et un cardigan, comme son allée brunchait, pas comme si je l'avais évité depuis des mois. Il s'est arrêté devant la porte de la bibliothèque, un café en main, l'air fatigué. Je l'ai observé pendant 5 minutes depuis les rayons de livres. Puis je suis sorti. Il n'a pas parlé tout de suite. Il m'a juste regardé, comme pour vérifier que j'étais bien réel. Puis il a dit « Maman, s'il te plaît, pars pas ». Sa voix a tremblé en disant « Maman », et j'ai ressenti l'envie de le consoler, un vieux réflexe pas encore éteint. Mais je ne bougeais pas. Il s'est approché. « Tu n'es pas un fantôme. Ce n'est pas fini. Tu peux revenir à la maison. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai dit, j'ai déjà fait les funérailles. Tu n'étais juste pas là. Il a frissonné comme si je l'avais giflé. Un moment, j'ai cru qu'il allait se défendre, dire que c'était la faute de Rick, ou de Kelsey, ou du médecin. Mais non. Il est juste resté là, le café en main, comme si ça allait l'aider à tenir debout. On ne savait pas, a-t-il murmuré. On croyait qu'on aidait. J'ai éclaté de rire. Un rire moche. Le genre qui dit, tu ne peux pas réécrire l'histoire. Tu m'as laissé mourir seul à l'hôpital, j'ai dit. Et quand je n'ai pas crevé, vous avez essayé de me ranger comme un vieux meuble. Ne dis pas que tu ne savais pas. Tu savais très bien ce que tu faisais. Il a commencé à pleurer. Un vrai pleur. Pas un pleur pour se faire pardonner ou pour les caméras.
Un vrai pleur, silencieux, tendu, comme s'il essayait de ne pas craquer devant moi. Je l'ai laissé pleurer un long moment. Puis j'ai dit, je ne vais pas revenir, Aaron. J'ai trouvé une nouvelle vie. Une meilleure. Une vie où je n'ai pas à faire semblant qu'on allait bien. Ensuite, je me suis retourné et je suis parti. Pas en courant. Pas en faisant un drame. Juste assez lentement pour lui montrer que ce n'était pas un spectacle. C'était un vrai adieu. Le genre d'adieu qu'ils ne m'ont jamais offert. 3 jours après qu'Aaron soit parti, une grande enveloppe est apparue dans la boîte de retour de livres à la bibliothèque. Elle était adressée à Nora. L'écriture était celle d'Aaron, je l'ai reconnue tout de suite. Mais je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai laissée sur la table pendant 2 jours, sans la toucher. Je ne savais pas si je voulais lire des excuses ou juste la brûler. Quand je l'ai enfin ouverte, ce n'était pas une lettre d'Aaron. C'était une lettre de moi. Mon écriture. Mes mots. Gribouillés au dos d'un formulaire d'admission à l'hôpital, écrit quand j'étais en soins intensifs, croyant que j'allais mourir. Je l'avais écrite pour mes filles. Si je ne me réveille pas, sachez que je vous ai déjà pardonné. Mais si je me réveille, s'il vous plaît, venez. J'ai peur. J'ai reconnu chaque mot en la relisant. J'avais supplié Carlos, l'infirmier, de la donner à une autre infirmière pour qu'elle la transmette si elle venait. Il m'a dit plus tard qu'il l'avait mise dans mon sac de vêtements. Et comme personne n'était venu la chercher, ils ont dû la trouver en fouillant ma maison. Aaron avait dû la lire après m'avoir vu dans le Maine. Et maintenant, elle était revenue entre mes mains, comme un fantôme. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. Je l'ai lu une fois. Puis encore. Puis je l'ai soigneusement plié. Et je l'ai rangé dans le carnet où je notais tous les détails faux de ma nouvelle identité. Juste à côté de la page où j'avais écrit « Zéro contact. Paix ». Le lendemain matin, Kelsey a envoyé un email à la bibliothèque. Je ne sais pas comment elle a eu l'adresse. Son message était court. J'aimerais venir, juste une fois. Sans Rick. Sans caméra. Juste moi. Je suis resté longtemps à regarder cet email. Je me suis demandé si je devais répondre. Quelque chose en moi, de la fierté, ou peut-être de la curiosité, m'a poussé à répondre. Je lui ai écrit, une seule visite. C'est tout. Apporte la lettre avec toi. Je ne savais pas ce que je voulais vraiment d'elle. Peut-être rien. Peut-être juste voir son visage quand elle comprendrait que je n'étais plus la maman fragile et prévisible qu'elle avait abandonnée. Mais une femme qui avait enterré sa douleur et reconstruit sa vie sans leur aide. Quand Lily est rentrée ce soir-là, je lui ai dit que Kelsey allait venir. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a juste hoché la tête et m'a demandé « Tu veux que je sois là ?» J'ai dit non. C'était à moi de finir cette histoire. Kelsey est arrivée un samedi matin gris. Habillée comme pour aller à un brunch chic. Chemisier blanc, jean parfait, talons inadaptés pour les graviers. Et une nervosité qui la faisait regarder tout le temps sa montre, même si elle n'avait nulle part d'autre où aller. On s'est retrouvés au cimetière à la sortie du village. Celui que je passais souvent sans jamais y entrer. Je l'avais choisi exprès. Un lieu neutre. Tranquille. Là où personne ne ment, parce qu'on se tient à côté de ceux qui ne peuvent plus répondre. J'étais déjà assise sur un banc, à côté de la tombe de Frank, quand elle est arrivée. Elle tenait un sac comme un bouclier. Et pendant un instant, j'ai revu la jeune fille qu'elle était, assise près de moi dans les salles d'attente de l'hôpital, quand on espérait que son père survive à la chimio. Elle n'a pas dit bonjour. Elle m'a juste tendu l'enveloppe et s'est assise à quelques mètres de moi. Elle a laissé de l'espace, comme si elle pensait que j'allais la frapper. J'ai ouvert l'enveloppe. C'était la lettre de l'hôpital, celle que j'avais écrite. Mais cette fois, elle était couverte de petites notes, écrites au stylo bleu. Des réponses, ligne par ligne, comme si elle me parlait. Elle avait écrit « On ne savait pas que c'était si grave. Je pensais qu'Aaron irait. Je suis désolé, maman. J'avais peur. » Elle a regardé ses mains et a murmuré « Je ne savais pas comment gérer le fait de te voir si faible. » J'ai laissé le silence durer longtemps. Tellement longtemps que j'ai cru qu'il allait briser le ciel. Puis j'ai dit « Je n'avais pas besoin que tu sois forte. J'avais juste besoin que tu sois là. » Elle a hoché la tête, comme si elle s'était déjà répété ça 1000 fois. « Tu crois que je ne me déteste pas moi-même ?» a-t-elle demandé. « Tu crois que j'arrive à dormir la nuit ?» Je me suis tourné vers elle et j'ai dit « Je crois que tu dors mieux que moi. » À te demander pourquoi tes filles n'ont pas voulu tenir ta main pendant que tu te vidais de ton sang dans un lit d'hôpital. Elle a commencé à pleurer. Vraiment. Pas des larmes pour se faire excuser. Juste des sanglots honteux dans sa manche, comme si elle voulait éviter que Frank les entende depuis sa tombe.
On a été égoïste, a-t-elle dit. On croyait qu'on avait le temps. J'ai regardé la pierre tombale et j'ai répondu, lui aussi. Je ne l'ai pas pardonné. Pas à voix haute. Pas dans ma tête non plus. Mais je n'ai pas crié. Je lui ai juste dit la vérité. Toi et Aaron êtes des adultes. Vous avez pris une décision. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, maintenant juste parce que les gens ont vu à quoi ça ressemblait. Elle m'a demandé si elle pouvait venir me voir à nouveau. J'ai dit non. Elle a demandé si elle pouvait m'écrire. J'ai dit qu'elle pouvait envoyer ses lettres à la boîte postale de Lily. Mais je n'ai pas promis de les lire. Quand on s'est levé pour partir, elle a voulu me prendre dans ses bras. J'ai reculé. Pas violemment. Juste fermement. Je lui ai dit, cette partie de moi, tu l'as déjà enterrée. Et cette fois, c'est moi qui ai choisi le jour de l'enterrement. Le lendemain matin, je me suis assise à la petite table de ma caravane. J'ai pris une nouvelle feuille dans mon carnet, le même où je notais mes faux détails et mes vieux mots de passe. Et j'ai écrit une dernière lettre. Pas pour Kelsey. Pas pour Aaron. Même pas pour Frank. Pour moi. J'ai écrit en haut, tu l'as fait. Simple, mais vrai. Tu t'es libéré. J'ai fait la liste de ce que j'avais laissé derrière. Une maison devenue froide. Un nom oublié. Et une famille qui croyait que le sang garantissait la loyauté. Puis j'ai écrit ce que j'avais gagné. Des matins calmes. Des conversations vraies. Le rire d'un enfant, sans condition. Et une femme nommée Lily, qui me voyait pour ce que j'apportais dans sa vie, pas pour ce que j'avais donné à la mienne. J'ai plié la lettre. Je l'ai mise dans une boîte à chaussures sous mon lit, avec les dessins d'Emma. Et la seule photo que j'ai gardée de mes filles, prise bien avant qu'elles comprennent ce que le mot héritage signifiait. Ce jour-là, j'ai aidé Lily à tailler les haies devant son porche. Emma a couru vers moi avec un coquillage cassé en criant « Nana, regarde ce que j'ai trouvé !» Et je n'ai même pas tressailli en entendant « Nana ». J'ai juste souri et dit « Parfait. On va construire quelque chose avec. » On s'est assise dans le sable pendant 1 heure, à empiler des coquillages et à rire. Pas parce que tout allait mieux, mais parce que j'ai enfin compris que je n'avais pas besoin d'être guéri pour me sentir complète à nouveau. Je n'ai pas regardé les infos. Je n'ai pas ouvert la boîte postale. Je ne me suis pas demandé si une autre lettre allait arriver. L'histoire qu'il raconte sur moi maintenant, ce n'est plus la mienne. C'est la leur. C'est au monde de la vallée. Mais ici, dans ce village sans passé ni attente, je ne suis pas Eleanor Whittier, la mère abandonnée, ni la grand-mère devenue scandale. Je suis Nora. Juste Nora. Et cette fois, c'est moi qui décide qui peut m'appeler autrement.